suivant tout de suite avec donc Monsieur Nicolas Villoutrec, qui est directeur du secteur enfant au Papillon Blanc Bergerac, et avec deux collègues à lui qui vont venir le rejoindre sur scène, qui sont Thérèse Boulin, qui est psychologue, et Francine Mallory-Vessy, qui est éducatrice spécialisée. L'objectif de cette présentation, c'est justement, après avoir vu un certain nombre d'outils ou de méthodologies recommandées dans l'accompagnement et la prise en charge des personnes avec autisme, c'est voir comment, très concrètement, un IME s'en est saisi, quel a été l'apport de la théorie dans leur pratique, et aujourd'hui, quel type de résultats on peut en proposer autour de cet exemple de la mise en œuvre de la TED dans un IME. Alors, effectivement, juste en préambule, vous demandez votre indulgence vis-à-vis de mes collaboratrices qui sont très expérimentées sur la prise en charge des enfants autistes, mais beaucoup moins sur l'intervention dans les colloques. C'est une grande première pour elles, donc merci de votre indulgence. Ceci dit, notre intervention, effectivement, porte sur la question de l'évaluation au travers de la thérapie d'échange et développement qui vous a été brièvement présentée dans la vidéo de ce matin du professeur Barthélémy. C'est quelque chose qu'on met en œuvre sur notre IME, et ce qu'on va vous montrer là, c'est comment on peut évaluer le travail qui se fait dans la thérapie d'échange et de développement, à la fois au travers d'outils d'évaluation traditionnels, d'un outil d'évaluation traditionnel qui est l'ECA, l'échelle des comportements autistiques, mais également la question de la vidéo. Le professeur Bouvard vous l'a dit ce matin, la vidéo peut être un outil extrêmement intéressant, et c'est aussi un outil d'évaluation. Donc c'est ça qu'on va essayer de vous montrer au travers de petites séquences vidéo, intercalé avec les commentaires de mes collègues. On va essayer de vous montrer comment cet outil et la vidéo peut être également une évaluation. En introduction, deux mots sur notre structure. Donc, nous sommes les Papillons Blancs de Bergerac, qui est une association de parents qui comporte 400 salariés, qui accueille 530 personnes. Et nous sommes un IME avec 3 services différents. 2 services qui sont un IMP puis un IMPRO pour des enfants, des adolescents déficients intellectuels, et puis un service qui s'appelle l'IMES qui accueille 40 enfants ou adolescents de 3 à 20 ans qui sont porteurs d'autisme. Donc c'est bien de ce service-là dont on parle aujourd'hui, évidemment. Une équipe pluridisciplinaire comme on peut en trouver dans tous les IME, avec une équipe éducative, une équipe médicale paramédicale, des enseignants, et puis l'équipe administrative et sociale, évidemment. Voilà, nos approches sont plurielles, avec les outils éducatifs type Teach, mais également une approche focalisée sur la communication, par le PEX et la TED qu'on va vous montrer tout à l'heure. Une approche également focalisée sur la socialisation, par les habiletés sociales et les scénarios sociaux, et puis la question de la sensorialité. Voilà. Donc, on va maintenant, je vais passer maintenant la parole à ma collègue Francine Mallory-Vessy qui va rentrer dans le vif du sujet. Alors, la thérapie d'échange et de développement a été mise au point à l'université François Rabelais et au CHRU de Tours par le professeur Lelord, Barthélémy, Madame Amery et leur équipe dans le service de psychiatrie de l'enfant. Il s'agit de soins individuels réalisés sous la conduite d'un thérapeute spécialisé qui permet à l'enfant de développer ses capacités de contact, d'interaction et d'adaptation à l'environnement. La TED constitue une rééducation fonctionnelle de la communication sociale visant à mobiliser les systèmes intégrateurs cérébraux par l'exercice des fonctions déficientes utiles à la communication. Elle réunit l'enfant et son thérapeute autour de séquences individuelles d'interaction sensorimotrice et socio-émotionnelle qui ont pour but de solliciter l'échange au cours du jeu et, grâce à cet échange, de développer la communication de l'enfant et plus largement son adaptation à l'environnement. La TED s'inscrit dans une dynamique développementale et s'adresse de préférence à de jeunes enfants au moment où la plasticité cérébrale est la plus importante. Cette thérapie repose sur des principes physiologiques visant à améliorer les déficiences observées dans les syndromes autistiques. Il s'agit d'éveiller l'enfant, de lui faire découvrir qu'il peut regarder, écouter, associer,
imiter. La thérapie s'appuie entre autres sur des notions d'acquisition libre et de curiosité physiologique, sachant que les enfants autistes sont capables et qu'ils ont envie d'apprendre s'ils sont placés dans des conditions et un climat favorable. Pour ce faire, le thérapeute instaure un contexte facilitateur d'interaction en suivant des règles de tranquillité, de disponibilité et de réciprocité. La tranquillité permet à l'enfant de jouer avec l'adulte sans se disperser, le thérapeute travaillant dans une simplification des sollicitations. La disponibilité du thérapeute guide les initiatives de l'enfant dans le sens d'un échange en sollicitant son attention. La réciprocité s'établit par l'étayage constant de l'adulte, permettant que les échanges se synchronisent et s'inscrivent peu à peu dans de véritables séquences de réciprocité sociale, dans un plaisir partagé. La TED prend appui sur la sélection de 13 fonctions neurophysiologiques dont les perturbations participent à de degrés divers aux symptômes autistiques. Il s'agit de l'attention, la perception, l'association, l'intention, le tonus, la motricité, l'imitation, l'émotion, l'instinct, le contact, la communication, la régulation et la cognition. Pour que l'indication de la TED puisse avoir lieu, il est nécessaire que les difficultés de l'enfant soient évaluées avec précision et qu'elles soient replacées dans une trajectoire de développement somatique et psychologique. Les professeurs Lelor et Barthélémy proposent en termes d'évaluation clinique l'utilisation des échelles questionnaires regroupant les différents symptômes et comportements descriptifs des troubles et déficiences de l'enfant. Alors, nous-mêmes, nous avons pris comme support de recueil des données concernant l'enfance ces différents outils d'évaluation. Excusez-moi, c'est déjà pas la bonne diapo. Non, bon, mais c'est pas grave, je vais faire avec. Voilà, les outils d'évaluation, c'est bon. Excusez-moi. Voilà, donc je vais dire rapidement un mot sur l'observation clinique. Nous allons passer très rapidement sur la BEX et la CARS, puisqu'elles ont déjà été évoquées, beaucoup mieux que ce que nous allons faire. Et nous allons après nous centrer tout au cours de l'intervention sur le CA et sur la vidéo, puisque ce sont les deux outils vraiment spécifiques au TED et que nous retrouverons tout au long du déroulé de la TED. Hein. Voilà, étant donné que l'ABEX et la CARS, nous ne les positionnons que pour le bilan initial de l'enfant. Donc l'observation clinique, tous les professionnels présents dans l'accompagnement de l'enfant sont invités à partager leurs observations afin de tenter des mises en lien entre les différents regards. En ce qui concerne l'ABEX, voilà, alors, donc effectivement, comme je disais, elle a déjà été évoquée. Donc en fait, c'est un instrument d'évaluation du développement cognitif et socio-émotionnel qui a été construit pour l'examen psychologique des enfants avec autisme et troubles apparentés. L'ABEX permet d'évaluer 16 secteurs de développement cognitif et émotionnel de l'enfant correspondant aux principales capacités de développement des 2 premières années. Cette échelle permet de repérer les compétences de l'enfant et les émergences de ces compétences sur lesquelles nous nous appuierons pour formuler les orientations de travail. Donc ensuite, la CARS, là aussi rapidement, c'est l'échelle d'évaluation de l'autisme infantile. La CARS permet d'évaluer le nombre et l'intensité des traits autistiques. Et donc l'intérêt de cet outil, c'est en fait l'utilisation que nous en faisons dans l'établissement, à savoir que nous nous inspirons surtout du mode de faire de Kelly Kay, hein, qui est formatrice au COPES et qui est docteur en psychologie. C'est-à-dire que nous l'utilisons surtout comme recueil finalement d'observations cliniques à partir de l'ensemble des commentaires qui sont en fin de chaque item. Voilà. Donc en fait, ça permet de croiser les regards de tous les intervenants. Voilà. Et ensuite, donc, nous passons à l'ECA. Voilà, qui est l'évaluation des comportements autistiques. Donc cette échelle permet donc une évaluation quantitative des principaux symptômes de l'autisme et des manifestations qui l'accompagnent. Alors, est-ce qu'on le voit suffisamment? Voilà, elle regroupe finalement un ensemble d'items. Et vous avez en haut comment ces comportements apparaissent. Donc ça va de jamais à toujours, donc graduellement, donc jamais, parfois, souvent, très souvent et toujours. Donc il s'agit d'une cotation en fait à partir de l'ensemble de ces items.
Chaque symptôme est coté de 0 à 4 selon la fréquence d'apparition et une évaluation. Alors attendez, pardon, il y a d'abord le glossaire de l'échelle. Voilà. En fait, au niveau de chaque item, pour que ce soit suffisamment parlant et que ce soit suffisamment détaillé, là on ne vous a mis qu'un extrait du glossaire. En fait, il y a une série d'exemples indiquant au niveau de chaque item ce qu'on cherche réellement à observer pour avoir après une meilleure fiabilité dans l'observation et dans la cotation. Voilà, donc chaque symptôme est coté de 0 à 4 selon la fréquence d'apparition. Une évaluation ponctuelle régulière est effectuée à partir des séances filmées. Ces évaluations permettent au fil de la thérapie de repérer les progrès ou les difficultés persistantes de l'enfant par une comparaison des différentes cotations opérées dans le temps, à savoir environ tous les 6 mois. Et donc la vidéo, qui est donc notre outil principal, donc l'outil vidéo est signifié par l'équipe de Tours comme un instrument essentiel dans l'élaboration et la conduite des thérapies. C'est un fondement des méthodes de travail de TED. Son utilisation est systématique et intervient à chaque étape du projet et de la prise en charge. Nous nous sommes donc saisis de cet outil parce que préconisé pour la thérapie, mais également parce qu'il nous semble être une aide véritable à l'observation clinique de l'enfant en général. D'une part, la vidéo participe à l'enregistrement du réel, visant la mise en boîte, le témoignage, la conservation de ce qui a existé. C'est la restitution d'informations pour un usage immédiat de visionnage et de décryptage de la séance filmée, comme point d'appui d'observation et d'échange. Mais elle permet également la collecte de séquences successives pour des usages futurs de mise en lien des différents mouvements de l'enfant au sein de la tête dans sa progressivité. D'autre part, la caméra se révèle être un super œil plus puissant et mieux armé que l'œil humain. Même si l'enregistrement du réel ne doit pas être pensé comme un enregistrement totalement objectif de ce réel, car il restera toujours une part de non visible à l'image, il nous donne l'occasion de décentrer le regard du thérapeute pris dans le champ du transfert. En supervision et en réunion d'équipe autour de la TED, le visionnage de la vidéo permet d'une part de restituer le réel autant de fois que nécessaire à l'analyse de la situation, mais il donne également à penser en signifiant le vivant de la situation. En ça, la vidéo est un outil supplémentaire pour l'observation de la clinique de l'enfant, en complémentarité avec les échelles d'évaluation que nous venons d'évoquer. Dans son livre « L'évaluation clinique à l'institution », Michel Brioul nous rappelle le propos d'Esther Bick. « Observer et penser sont presque inséparables ». Et Michel Brioul ajoute « Le recueil des données est en effet nécessairement assorti d'une élaboration mentale, grâce à quoi se conçoivent les hypothèses. Notre visée première dans l'utilisation des outils d'évaluation, que ce soit sous forme de grille d'évaluation avec cotation ou recueil de données de l'observation clinique, et que cette utilisation reste au service d'une pensée et d'une analyse, en fait qu'elle fasse apparaître prioritairement à notre regard l'enfant dans sa dimension de sujet. Maintenant, nous allons vous montrer des extraits d'une vidéo pour illustrer la mise en œuvre de la TED, la mise en œuvre et l'utilisation de la TED dans notre établissement. Cette séquence est l'enregistrement de la première séance en TED de cet enfant. C'est l'observation initiale ou ligne de base qui nous sert à valider l'indication et recueillir les éléments cliniques nécessaires à l'élaboration du projet, les objectifs et les modalités. Oui, sur la vidéo, il y a le son, mais... Attends, je vais sur pause. Allez, où Alexandra? Laisse-moi.
Encore, Nina Sophie? Encore? Des bulles, je vais souffler. Donc c'est à partir de cette première séance filmée que s'effectue la cotation de l'ECA, ainsi que le relevé des points forts et faibles dans le comportement de l'enfant. L'ensemble de toutes ces données, y compris les observations cliniques et résultats des autres échelles d'évaluation, nous permettent de formuler le projet de la TED. Donc vous voyez la première cotation qui apparaît ici, en fonction de l'ensemble de la séance qui a été enregistrée, nous n'avons passé qu'un extrait, qui permet de commencer le repérage en fait des fonctions qui sont les plus déficientes et sur lesquelles il faudra axer l'exercice. Donc effectivement, l'évaluation des résultats obtenus nous permettra de définir les secteurs de comportement dans lesquels les manifestations sont particulièrement inadaptées et dont on appréciera au départ l'intensité. Ces principales difficultés seront traduites en termes de fonctions déficientes. Pour cela, nous utilisons le tableau de correspondance entre les items de l'ECA et les fonctions. Ainsi, nous pourrons repérer les fonctions à exercer durant les séquences de jeu. Alors, voilà l'apparition donc du tableau de correspondance. En fait, ce sont les mêmes items qui sont regroupés selon les fonctions qui vous ont été énumérées tout à l'heure. Ensuite, effectivement, vous avez toujours les mêmes cotations, jamais, parfois, souvent, très souvent, toujours. Et ce deuxième graphique permet d'avoir une meilleure visualisation, puisqu'en fait, c'est coloré. Donc, de fait, vous voyez d'évidence quelles sont les fonctions qui sont les plus déficientes, lesquelles peuvent être un petit peu laissées de côté pour faire le projet. Et donc, par rapport à cet enfant, par exemple, vous voyez quand même qu'il y a quelque chose de très massif et que c'est vraiment l'ensemble des fonctions qui vont être à solliciter. Donc, nous nous donnons comme objectif de travail de stimuler tout ce qui concerne plus précisément la communication, sachant qu'indirectement, l'exercice de ces fonctions auront des effets sur toutes les autres. Ceci pour cet enfant. Oui. Voilà, donc après, pour pouvoir affiner le projet, nous faisons un petit peu l'état des points forts et des points faibles observés. Alors en l'occurrence pour cet enfant par exemple, ce qui peut apparaître le plus au cours de la séance, c'est que, évidemment, elle a des points forts et heureusement, donc elle répond par exemple aux sollicitations, elle peut amorcer quelques échanges, elle est mobilisée par le sonore, elle vocalise, elle est très calme, elle accepte l'étayage de l'adulte, bon il y en a d'autres, on a un petit peu abrégé. En point faible, évidemment, elle a quand même peu d'initiatives, en particulier au niveau du contact. Les conduites d'isolement sont fréquentes. Elle ne soutient pas les échanges sociaux, il n'y a pas d'approche spontanée, etc., etc. Donc, en fait, nous répertorions les points forts et les points faibles qui nous aident après à pouvoir élaborer le projet. Voilà. Donc, à partir de là, également, le projet se décline sous forme donc de fonctions à exercer. En particulier ici, donc, nous avons dit que nous mettons le point sur le contact, la communication, l'échange, également sur la régulation des émotions, l'attention, etc., etc. Voilà. Donc à partir de là, nous avons déterminé un nombre de séances hebdomadaires pour cet enfant 2 par semaine, et les séances d'une durée de 20 minutes. Les séances se déroulent dans un climat de réussite et de jeu partagé, sans enjeu de performance. Il s'agit d'engager l'enfant dans des routines de jeu et d'interaction simple, en tenant compte de son niveau de développement, de ses intérêts, de son rythme, et de l'aider ainsi à développer progressivement des séquences d'action et de communication mieux adaptées.
Les jeux proposés sont choisis selon les secteurs fonctionnels à exercer. Ici, pour cet enfant, nous avons privilégié les jeux tels les chants mimés pour le contact, l'attention, l'imitation, les jeux de nourrice, donc les chatouilles, jouer à cache-cache. Pour le contact, la communication des émotions, l'imitation, et les jeux de construction pour l'attention, l'association, le contact et la perception. Donc l'évaluation a eu lieu au mois d'avril 2013 et la TED débute en septembre. Et nous allons voir des extraits de vidéos retranscrivant la progression des séances jusqu'en juin 2014. Danse, danse, danse. Que fait maman? Elle clap. Papé, qu'est-ce que tu veux? Que fait maman? Elle frotte, frotte, frotte. Que font les mains d'Amina Sophie? Elle frotte. On frotte. Que fait maman? Elle fait des guilis, des chatouilles. Guilis. À toi. Amina Sophie, regarde. À toi. Regarde. Amina Sophie. Je t'aime. Encore. Encore. Ouais, super. Amina Sophie, coucou. Que fait maman? Elle fait des guili chatouilles. Maman fait des guili chatouilles.
qui c'est qui va se cacher? Attention, Mina, elle est cachée. Coucou, Mina, je te vois. Attention, cachée. Allez, Francine. Coucou. Encore? Amina, cachée. Oui, coucou. Encore? Qu'est-ce qui va se cacher? Qu'est-ce qui se cache? Coucou. Salut ma Sophie. Où es-tu? Coucou, je t'ai trouvé. Ah, Francine. On est Francine. Coucou. Coucou. Tu m'as trouvé. On se cache tout de suite. Attention. Coucou, on est caché. C'est le foulard. Tu veux jouer à cache-cache? Amina Sophie, je vais te cacher. Attention, cacher. Attention Amina Sophie. Attention, attention. Trouvé. Je t'ai trouvé. Amina Sophie, Francine elle se cache. Cachée. Coucou. Coucou Amina Sophie. Elle est où Francine? Oui. Bravo, tu m'as trouvé. Amina Sophie, je te cache. Cachée. Amina Sophie, où es-tu? Attention, attention. Oui, je t'ai trouvé. Oui. Oh oui. Encore? Francine, elle se cache? Oui, oui. Coucou. Où est-ce qu'elle est, Francine? Coucou. Oui. Bravo, Amina Sophie. Tu m'as trouvé. Voilà, alors la vidéo est assez parlante. Vous voyez sur les 3 séquences successives l'énorme progressivité de cet enfant au niveau du comportement, du contact. Voilà. Francine va vous citer d'ailleurs les éléments de progression. Donc là, on peut observer vraiment un meilleur contact
moins de retrait, une petite fille qui est de plus grande facilité à être avec moi, plus de spontanéité et des réponses mieux adaptées. Un niveau d'attention qui a nettement augmenté et puis surtout on remarque une synchronisation dans les échanges et plus particulièrement et surtout dans un plaisir nettement partagé. Voilà, je pense que c'est ce qui ressort un petit peu de cette vidéo aussi. Voilà, donc à partir de cette vidéo, nous refaisons également une cotation de l'ECA. Donc en fait, il en a été fait à chaque période. Et donc là, nous mettons en évidence la comparaison entre cette première cotation que nous avions faite, vous vous rappelez, en avril 2013, et la dernière, donc qui est en juin 2014. Et vous voyez, puisque donc c'est extrêmement visuel, vous voyez combien les fonctions déficientes ont régressé et donc le niveau finalement d'activité de cet enfant. Voilà, c'est extrêmement évident par ce graphique. Également, on peut le voir sur le profil comportemental individuel, qui est une retranscription différente, mais qui offre le même type de repérage visuel, entre deux graphiques de, pareil, avril 2013 et juin 2014, voilà, où on voit le niveau de déficience des fonctions qui a nettement chuté. Donc en fait, ces outils nous donnent des moyens de vérifier systématiquement la validité des objectifs de travail. À savoir que à l'IMES, j'ai une supervision qui est exercée par la psychologue de l'IMES et qui aide à la régulation des soins en termes de connaissance du fonctionnement psychique de l'enfant, du déroulé des séances, et également apporte un regard sur le positionnement de l'intervenant. Moi, je voudrais juste dire que, en fait, cette supervision me semble indispensable parce que à deux niveaux. D'abord, pour travailler autour de l'enfant, pour permettre de mieux connaître cet enfant, et puis pour également dans ma position auprès de cet enfant. Le docteur Janson, qui vient régulièrement à Regain, nous dit souvent « Vous êtes éducateur avec ce que vous savez, mais également on est éducateur avec ce qu'on est ». Et donc, moi je dépose dans cette supervision aussi ce que je ressens, ce que je vois. Et donc ça m'aide aussi à prendre de la distance un petit peu. Et ça me permet de m'ajuster au mieux, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire auprès de l'enfant. Et donc en conclusion, les intérêts limites des outils d'évaluation spécifiques à la TED, alors en l'occurrence l'échelle ECA. Donc l'utilisation de cette échelle nous est apparue être très importante comme moyen de recensement des observations cliniques. Elle permet d'avoir un aperçu rapide et exhaustif des caractéristiques de fonctionnement de l'enfant. Sa traduction en fonction indique les axes de travail importants à mettre en œuvre. En cela, c'est une aide précieuse qui ne demande qu'à être réactualisée au fur et à mesure de l'avancée du travail. Par contre, donc, il existe quand même des limites à cet outil, donc ils sont de deux ordres. Premièrement, c'est un outil qui est extrêmement chronophage, mais un petit peu comme tous les outils d'évaluation. Et deuxièmement, il y a des avancées de l'enfant qui sont infimes, minimes, et qui ne sont pas forcément retranscriptibles au niveau de la cotation de l'ECA, parce que comme beaucoup d'échelles d'évaluation, évidemment, les items sont quand même assez globaux, et donc ne permettent pas forcément qu'on retranscrive l'ensemble des avancées. En ce qui concerne la vidéo, au niveau des intérêts, comme nous l'avons vu précédemment, la vidéo donne à voir l'entièreté de la séance effectuée avec l'enfant. Donc c'est avant tout un outil d'échange d'informations lorsqu'il y a visionnage et élaboration autour des séquences. Il permet un regard commun sur le comportement de l'enfant, un saisissement de l'instant et un travail de régulation de l'intervention du thérapeute. Par contre, au niveau de sa limite, c'est également un outil qui est extrêmement chronophage. Le visionnage des séances peut s'avérer fastidieux et long lorsqu'on opère dans le détail de son utilisation. En dernier lieu, nous allons vous montrer une dernière vidéo, donc de quelques secondes, juste pour vous indiquer comment cet outil vidéo peut nous aider à certains moments.
En l'occurrence, donc je me permets de vous le décrire un petit peu avant pour que vous arriviez bien à percevoir ce qu'il en est. L'enfant pris en charge, accompagné, va être dans un moment prise dans une absence épileptique. Et vous allez voir que l'intervenante ne s'en rend pas compte parce qu'elle est prise dans un autre regard, dans un autre mouvement. Heureusement, donc, l'enfant vacille et se récupère assez vite, et l'intervenante qui est justement dans des jeux de nourrissage récupère de toute façon l'enfant par le fait du jeu qu'elle instaure. Il n'empêche que ça n'est qu'au visionnage de la vidéo que nous avons pu réellement détecter qu'il s'agissait d'une absence épileptique, là où l'intervenant n'a pas pu le saisir. Vous voyez le vacillement. Voilà, l'intervenant reprend, ne sait pas comment. Voilà. Voilà, merci de votre intervention. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de l'INE Rocaille qui vient préparer cette séquence et bon, vraiment merci pour ces illustrations parce que l'objectif de cet après-midi c'était justement de voir en quoi les outils d'évaluation pouvaient aider à accompagner, adapter ou personnaliser les moyens d'aider ces personnes, et on voit bien, enfin là c'était très illustrant de voir la façon dont cette technique, cette méthode a pu avoir des effets directs sur les accompagnements.